Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur la première télévision panafricaine. Il aura gravi tous les échelons pendant sa longue et brillante carrière. Directeur de cabinet du président du CTSP, Amadou Toumani Touré, en 91. Ministre pendant les 2 mandats du président Alpha Omar Konaré. D'abord, ministre de la Santé et de la Solidarité avec les personnes âgées. Ensuite, ministre des Affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur. Il sera nommé secrétaire général à la présidence de la République en 2002. Puis Premier ministre de 2007 à 2011. Ses collaborateurs gardent de lui l'image d'un homme de rigueur, mais c'est avant tout un homme qui a fait de la discrétion sa marque d'identité à lui. Mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir de recevoir Modibo Sidibé, président des FAR, les forces alternatives pour le renouveau et l'émergence. Modibo Sidibé, bonsoir. Bonsoir. Merci de l'immense plaisir que vous nous faites d'accepter notre invitation. Je le disais, vous êtes un homme qui a fait de la discrétion sa marque d'identité à lui, toujours égal à lui-même. Est-ce que c'est une déformation professionnelle avant de rentrer dans le vif du sujet? Je crois bien que non, ce n'est pas une déformation professionnelle. Je pense que chacun d'entre nous a ses marques, a ses qualités. Je considère que ce qu'on a à faire, on doit le faire bien et comme il faut, et sans avoir à le dire. Et je crois aussi que quand on occupe un certain nombre de fonctions et quand on s'occupe d'un certain nombre de questions, la discrétion est de mise. Modibo Sidibé, vous êtes un homme politique, mais avant tout, vous passez pour un grand commis de l'État. Votre parcours est atypique à plus d'un titre. Pendant 2 décennies, vous avez été au cœur de la gestion de la Res Publica à des postes plus importants les uns que les autres. Alors, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui peut expliquer finalement cette longévité institutionnelle? Moi, je commencerai par rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, et à remercier ceux qui m'ont permis de servir à des niveaux aussi élevés. Je vais parler du président Amadou Toumani Touré et du président Alpha Omar Konaré. Grand merci à eux pour cela. Mais si succès il y a de l'entreprise, c'est grâce aux équipes qui m'ont entouré. C'est grâce aux cadres, hommes et femmes, aux agents de l'État de façon générale, et parfois en dehors même de l'État, qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné, qui ont partagé ma vision des choses, qui m'ont donné leur confiance, à qui j'avais confiance, et qui avaient un engagement pour notre pays. C'est ce qui nous a permis, dans le secteur de la santé, de la solidarité des personnes âgées, de conduire des activités, de bâtir un système qui jusqu'à aujourd'hui tiennent et sont améliorés. Et aussi au niveau des affaires étrangères de la coopération internationale. Donc partout, je tiens à remercier ces hommes et ces femmes, parce que ce sont des équipes qui ont travaillé. Et leur enthousiasme, leur engagement pour notre pays. Et ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Les ressources humaines, c'est véritablement une chance pour notre pays. Alors, M. Modibo Sidibé, parlant de votre longévité institutionnelle, j'ai envie de savoir quels étaient vos rapports avec le président Amadou Toumani Touré et le président Alpha Omar Konaré avant que ces gens-là n'accèdent au pouvoir. Parce que souvent, on a l'impression que peut-être il y a eu arrangement quelque part. Non, il n'y a pas eu arrangement. Nous sommes au Mali, nous nous connaissons. Beaucoup de gens se connaissent sans pour autant être au pouvoir. Mais évidemment, le fait d'être dans des postes de confiance et de travailler ensemble amène à se connaître davantage et mieux. Et donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à servir avec le président Konaré, qui est un grand homme, à servir avec le président Amadou Toumani Touré durant toutes ces années. Nous avons fait ce que nous avons pu faire. Il y a des avancées, des progrès remarquables. Il y a des choses auxquelles je n'ai jamais pu penser qu'on aurait pu réaliser. Mais aussi, comme dans toutes choses, il y a des choses qui ont bien marché. Il y a des choses qui n'ont pas marché. À nous maintenant, quand nous parlons de reconstruction, de bien savoir ce qui a marché, d'avoir conscience de cela, d'avoir conscience en même temps aussi de ce qui n'a pas été, ou moins bien. Alors, on dit de vous que vous êtes un cadre compétent, intègre et discret, mais vos détracteurs pensent plutôt que vous êtes un homme docile qui n'est pas même de s'opposer à une décision de sa hiérarchie, fût-elle mauvaise. Quelle est votre réponse? Oh, ma réponse est très simple. Donc, si on me donne déjà, on me reconnaît les qualités de compétents, les qualités de discrétion, les qualités d'intégrité, je crois que pour un cadre africain, pour un cadre malien, c'est le meilleur qualificatif qu'on puisse recevoir. Et au regard de ces qualificatifs-là, ce qu'ils disent, et au regard du parti que vous venez d'évoquer, je crois que vous avez votre réponse. Ils sont à côté de la plaque. Alors, à la chute du régime
du président Amadou Toumani Touré, vous avez fait l'objet d'un acharnement sans précédent de la junte de Kati à l'époque, en Bastille, plusieurs fois. Vous avez connu surtout la clandestinité et certains ont même dit que vous avez fui le pays et vous aurez aperçu au Canada. Alors, qu'en est-il exactement et pourquoi principalement vous, Modibo Sidibé? Je serais bien en peine de répondre à savoir pourquoi principalement moi. Mais ce qui est certain, notre pays a vécu des moments extrêmement difficiles à partir du mars 2012. Des moments très pénibles pour notre pays, pour notre peuple, qui ont été vécus difficilement. Et beaucoup d'entre nous l'ont vécu dans la chair. Et j'ai été de ceux-là. Ce n'est pas un moment où on quitte le pays. C'est vrai. J'ai été arrêté le soir même, la veille même de ce qu'on appelait le putsch. Des gens m'ont appelé, 1h du matin, etc. Il faut prendre tes dispositions, il faut partir de chez toi. On va venir t'arrêter, on dit ceci, on dit cela. J'ai dit, je n'ai rien de part de chez moi. Je ne suis pas un criminel. Je reste chez moi. Et ils sont venus me chercher, en tirant partout, dans ma cour et partout. Je suis sorti, resté avec d'autres pendant 5-6 jours. Après, on est venu me dire que c'était pour ma sécurité. On m'avait arrêté. J'ai dit, ah bon. J'ai dit, très bien. Et je remercie tous ceux qui ont fait le nécessaire, qui se sont mobilisés, jusqu'aux autorités religieuses, politiques, etc. Et même en dehors du Mali, et surtout les militants, les mouvements à l'époque des phares. Et la deuxième arrestation, vous savez, le 6 avril est une date sur laquelle on devrait beaucoup se pencher au Mali. Parce que c'est la date où certains ont cru devoir faire une fâcheuse déclaration d'indépendance. C'est le jour aussi où il y a eu un accord avec le CNDRE concernant le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce jour-là, le matin. Voilà, c'est ce jour-là, ce matin aussi, que j'ai publié une tribune intitulée Un Mali indivisible, où j'ai passé en revue toutes les difficultés que nous connaissons. Où je disais aussi qu'il n'y avait aucun mal, aucune difficulté particulière à pouvoir être aidé par des alliés, par ceux de la société africaine et d'autres partenaires, en appoint aux forces armées du Mali pour reconquérir notre pays, rétablir notre souveraineté. Et aussi qu'il nous fallait nous réunir, aller au-delà des divisions. Et autrement dit, pour être court, tout ce qui a agité plus tard les débats de la transition était posé par moi dans cette tribune-là, avec des pistes de solutions. Cette tribune a paru le matin, l'après-midi, on est venu me chercher de nouveau, on est venu m'arrêter. Et le soir, la même rengaine. C'était pour votre sécurité, on ne fait pas d'amalgame, on vous libère. Depuis lors, et depuis cela, il y a une troisième arrestation. Une quatrième tentative, on a marché une cinquième. Et je me suis dit qu'il faut bien que j'écoute mes compagnons, ma famille, qui s'inquiétaient beaucoup pour ma sécurité. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprenait pas du tout. Pourquoi cet acharnement? Ce n'est pas à moi d'y répondre. Mais j'ai dit, en concédant à leur demande, j'ai dit je ne sortirai pas du Mali. Je resterai au Mali. Alors celui qui m'a vu au Canada, il a peut-être vu une espèce de sosie, mais il n'a pas vu Modibo Sidibé. Je suis resté à Bamako et aux environs de Bamako, en prenant les mesures de sécurité qu'il faut pour ma personne. Alors il a été dit que l'on aurait même peut-être retrouvé des armes chez vous. Certains parlent de 400 millions et même de 44 retrouvés dans votre champ, c'est ce qu'ils ont dit. On ne vous savait pas aussi riche. Hein? Moi non plus. Alors, vous êtes modeste, hein, parce qu'on n'a pas parlé de 400 millions, on a parlé en termes de milliards. Ah bon? Bon. D'accord. Ma maison n'a pas été perquisitionnée, Dieu merci. Elle a reçu des coups de balles, des traces de balles, le soir de ma première extradition, mais n'a pas été marchée. Il y a eu des tentatives pour venir voir. Donc on était étonné d'ailleurs de voir si c'était ici. J'ai dit c'est pas grave. Pour les champs, je l'ai dit, je ne l'ai jamais possédé des champs. À plus forte raison d'y avoir des 4x4 et je ne sais plus quoi. Ah bon? Ah oui, oui, voilà. Mais je te le dis encore, comme je l'ai dit aux autres, hein, si quelqu'un peut me trouver ce champ, tout de suite je lui signerai tous les papiers afférents avec tout le contenu, les 44 le coffre-fort contenant je ne sais pas combien de milliards. Pendant cette période, certains de vos compagnons politiques pensent que vous avez manqué de courage et d'engagement avec par exemple le FDR. Qu'est-ce que vous leur direz? Je ne sais pas ce qu'ils s'appellent par manque de courage ou d'engagement.
Parce que l'FDR, d'abord, une bonne base, c'est le mouvement de soutien à Modibo Sidibé. Et que quand le FDR naissait, Modibo Sidibé était en prison, comme vous allez dire, vous le disiez tout à l'heure. Mes compagnons se sont battus, et nous sommes battus avec eux. Nous sommes parmi les membres fondateurs du FDR. Nous nous sommes battus dans le FDR, nous avons rempli tous nos engagements. Parce que nous sommes des républicains et des démocrates, qu'on ne s'y trompe pas. Il n'y a pas de bonne push, nous l'avons dit. Il n'y a pas de mauvais push. Il y a rupture de la démocratie. Et cela n'est pas acceptable. Ce combat, nous l'avons mené jusqu'à terme. Et nous sommes sur ce rempart-là, celui de la République et de la démocratie. Modibo Sidibé, en tant que Premier ministre, votre gestion de l'initiative RI a été décriée, ce qui n'a pas manqué, n'est-ce pas, de ternir un tant soit peu votre image de cadre intègre. Qu'est-ce que vous direz? Je dirais que c'est très simple. Je ne sais pas si ça ternit ou pas, mais moi je suis très clair, je suis très simple avec moi-même. L'initiative RI, c'était une belle aventure. La preuve, elle continue aujourd'hui. Même si on veut l'appeler autrement. C'est une belle et grande aventure. Des gens, des meilleurs spécialistes de l'agriculture, de la riziculture. Et aujourd'hui, je m'incline devant la mémoire de Mamadou Keïta, qui était l'un des meilleurs spécialistes du riz et qui était rappelé par notre Seigneur, qui ne dorme en paix. Sa famille peut être fière de lui. Nous avons travaillé avec d'autres pour voir quelle réponse véritablement on va trouver à la crise alimentaire de 2008. Une crise alimentaire en 2008, une crise financière, et a terminé par une crise économique. Comment faire? Et nous nous sommes dit que nous sommes surpris par la crise alimentaire et que le prix du riz soit impossible sur le marché. Que tout ce que nous puissions faire, c'était peut-être de baisser en jouant sur les taxes. Et comme la crise semblait, elle allait durer, qu'est-ce qu'on va faire? Un pays comme le Mali, où les 4 modes de riziculture à peu près se retrouvent, où il y a tant d'espace, tant d'hommes et de femmes. C'est ce qui nous a conduit à prendre cette initiative. Et comme on avait comme objectif aussi, au bout de 5 ans, d'avoir 10 millions de tonnes de céréales par an, c'était l'occasion. L'initiative, donc, c'était quoi? C'est intensifier la production de riz par l'usage de l'engrais et la sélection des graines. Et comme les producteurs n'utilisaient pas assez l'engrais parce qu'il était trop cher, parce qu'ils ne pouvaient pas y accéder, on a cassé le prix, on a subventionné. On est passé de 22 500 à peu près à 12 500 francs CFA. Et est sûrement sélectionné. On a aussi redimensionné l'encadrement en recrutant des agents techniques et consorts. On a revu les parcours. On a mobilisé tout le monde pour qu'on puisse aller dans ça. Et je vous dis qu'il faut être précis et net. Parce que vous demandez si ça termine ou pas. On a entendu toutes sortes de choses. 42 milliards, je ne sais plus combien de milliards partis en fumée. Il n'y a pas de résultat. Soyons clairs. Il y a eu à peu près 34,5 milliards utilisés dans l'initiative dans la campagne 2008-2009. Sur ces 34,4 milliards, 21 et quelques milliards, ça c'est l'apport des producteurs. Je dis bien 21 et quelques milliards. L'engrais est subventionné, mais il l'achète. C'est la même chose pour les semences. C'est la même chose pour l'eau. C'est la même chose pour un certain nombre de choses qu'ils achètent. Et c'est ça qui fait 21 et quelques milliards. Donc c'est 13 milliards à peu près que l'État a apporté. Et sur ces 13 milliards, 3,5 milliards ont été apportés par certains de nos partenaires, directement, comme le Canada, les Pays-Bas, etc. Donc on est bien loin, et ces chiffres sont confirmés par le vérificateur général. Oui, justement, on a décrié, par exemple, ce contrat de gré à gré de 12 milliards, non, accordé à un opérateur de la place, un contrat de gré à gré de 12 milliards, dans le cadre de l'initiative RI. Les opérateurs de la place, pas un opérateur. Ouais. Il y a eu plusieurs appels d'offres. L'initiative RI a été lancée en avril-mai. Oui, le texte permet que dans des circonstances particulières, notamment d'urgence, moi je vous le dis, et tout le monde peut le constater, si ce contrat n'avait pas été passé dans ces conditions, avec tous les échecs des autres appels d'offres qu'on avait fait, il n'y aurait pas eu simplement de production au Mali, parce qu'il n'y aurait pas eu d'engrais, il faut être clair. Et donc par conséquent, et ce contrat a été passé aussi pour que les agriculteurs les plus faibles, qui n'ont pas accès à un système financier, et qui ne sont pas été éligibles à cela, puissent accéder à l'engrais. Et je crois que ça, si les conditions étaient identiques, il fallait le faire, nous allons le faire pour qu'il puisse marcher. Et en l'espace de 3 mois, ce qui dépasse les contrats, ça a été livré. Et je pense que
Si nous avons pu avoir du succès de l'initiative riz, parce que la production, la prévision était de 1,6 million, à peu près, de tonnes de paddy. Et sur ces 1,6 million de tonnes de paddy, selon les rapports du ministère de l'Agriculture et des enquêtes concernant cela, nous avons à peu près 1,6 milliard aussi, donc 99%, 1,6 million, pardon, donc 99%. Mais il y a une enquête qui a été faite par le CILS, qui estime à 1,3 million de tonnes de paddy, ce qui constitue à peu près 80% du résultat. Est-ce là un échec? Deuxièmement, selon l'étude de performance qui a été effectuée par le vérificateur général, dehors des insuffisances qu'il a pu constater dans un projet qui a sa première opération, il a pu constater que les résultats de l'initiative riz ont été globalement atteints. Et il prend deux zones, Ségou et Morti. À Morti, ils ont été pratiquement à plus de 106% de l'objectif qu'ils avaient. À Ségou, près de 97 et quelques %. Ce qui confirme le succès de l'initiative riz. Et je note que l'augmentation de la quantité d'engrais, l'augmentation du nombre de producteurs qui ont pu accéder à l'engrais utilisé a été très nette. Les producteurs ont gagné de l'argent et il est bien établi que leur revenu a été nettement amélioré. Oui, Modibo Sidibé, sur la question des 12 milliards accordés, les marchés de gré à gré, qu'est-ce qui vous empêchait par exemple de passer par un appel d'offres à l'époque? Mais je vous ai dit qu'on a fait un appel d'offres. Vous vous souvenez que, vous savez, c'est une année qui était terrible pour nous. Terrible pourquoi? Parce que c'est l'année de la crise énergétique, où le baril de l'eau a atteint des niveaux insoupçonnés. Et donc tout avait renchéri. C'est l'année aussi où on a trouvé que dans le cadre de la réforme du secteur coton, c'était l'interprofession à peu près qui devait faire l'appel d'offres. Et tout ça n'était pas en place comme il faut. Et si vous commandez les engrais, vous voulez avoir de bons prix et de bonnes livraisons, il faut le faire en novembre au plus tard de l'année qui précède la saison qui vient. Et l'initiative a été décidée, vous vous souvenez, au cours du deuxième trimestre de l'année. Et on est plus loin des débuts, où il faut que les engrais soient là. Voilà les conditions d'urgence, les conditions d'exigence qui ont fait que cela a été passé de gré à gré et que le contrat a été entièrement exécuté. C'était un contrat pour couvrir 5 régions du Mali. Et ça a été livré entièrement comme cela a été constaté dans les investigations faites par le vérificateur général. Ok, on va fermer la page de l'initiative riz. Nombre de Maliens voient en tout cas en vous, Modibo Sidibé, le dauphin naturel du président Amadou Toumani Touré, jusqu'à votre limogeage un jour de 2011. Qu'est-ce qui a pu bien motiver le divorce entre deux hommes liés par 20 ans d'estime et de confiance mutuelle? Y a-t-il divorce? Ouais, il y a eu divorce, oui. Non, il n'y a pas eu divorce. Nous sommes des hommes d'État. Notre connaissance, nos relations n'ont pas commencé avec le poste de Premier ministre. Et je vous renvoie à la Constitution du Mali. Le Premier ministre part par l'acceptation de sa démission par le président de la République. Notre Constitution est claire là-dessus. Il n'y a aucun divorce. Il n'y a aucun problème entre le président de la République et moi-même, en tant que Premier ministre. Il n'y en a pas non plus entre l'homme et entre les deux hommes. Donc je dis, il n'y a pas de divorce et de limogeage, je n'en parlerai pas non plus. Il n'y a pas de divorce. Quelles sont vos relations à l'heure où je vous parle? Excellente. Vous avez les nouvelles de Amadou Toumani Touré? Bien sûr. Vous êtes désormais à la tête d'une formation politique, les phares, les forces alternatives pour le renouveau et l'émergence. Quel est le fondement de votre engagement politique, Modibo Sidibé? Il est clair, hein. Je crois que, aussi loin que ma mémoire remonte, c'était au moment de listes étudiantines. Nous avons médité, en suivant nos frères, dans l'association des étudiants stagiaires maliens en France, dans la fédération des étudiants d'Afrique Nord en France. J'y ai fait mes premières armes. La FEANF, syndicale et politique dans la FEANF, dans la SMF. Évidemment, j'ai servi à des postes qu'on peut dire politiques, sans être un politique, c'est-à-dire appartenant à un parti politique, etc. À l'issue de ma mission et de mon expérience, j'ai considéré que, à la veille de mars 2012, ce qui motive ma candidature, si je suis le dauphin des Maliennes et des Maliennes qui m'ont reçu chez eux,
de toute l'étendue du territoire du Mali, dans toutes les régions, où j'ai été faire ce que j'appelle mes primaires, en tant que candidat indépendant, pour savoir si j'avais quelque chose à apporter à mon pays. Et c'est ça qui était à la base de mon engagement, parce que il nous fallait un renouveau démocratique. La situation était telle, le désaveu tel qu'on pouvait le sentir, que notre démocratie avait besoin d'un second souffle. Et ce second souffle-là ne pouvait être apporté que par des gens qui ont la capacité de penser autrement les politiques et de le faire autrement. Oui, mais vous êtes également l'homme du système. Qu'est-ce qui prouve que vous, qui avez servi dans l'appareil d'État pendant 20 ans, qu'est-ce qui prouve que vous pouvez finalement incarner ce renouveau-là? Mais ce nouveau souffle de la démocratie. Mon cher ami, j'ai servi dans l'appareil d'État. J'ai tiré des enseignements et des expériences. J'ai tiré tout ce qu'une volonté politique et une confiance peut amener dans une entreprise de développement. Et je vous dis encore une fois, j'étais dans le système politique, mais je n'étais pas dans un système partisan. Je n'étais pas dans un parti politique. Je n'y ai pas médité dans un parti politique pour des raisons relatives à mon statut. Et je pense que c'est bien aussi pour que je puisse conduire un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, je considère, et l'expérience qu'on vient de vivre, de la naissance des phares jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a quelque chose à apporter. Les Maliens eux-mêmes, ça a été un peu le clash après les événements du 22 par rapport à la classe politique. Et là aujourd'hui, nous nous disons que nous voulons être un parti politique de seconde génération qui veut ramener la politique à ce qu'elle doit être, qui veut ramener la politique au service des autres. On reste dans le registre de la présidentielle à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure. Vous avez recueilli, n'est-ce pas, 4,87% et vous classant un peu, occupant ainsi le rang de 4e. 4,87%, c'est un score qu'on peut qualifier de dérisoire pour un homme de votre trempe, non, Modibo Sidibé? Pour un homme de ma trempe, M. Barry, je dois dire, dans les circonstances et les conditions, c'est un succès. Pourquoi? On nous attendait dans les 4 premiers. Nous sommes dans les 4 premiers. Deuxièmement, nous avions un parti politique qui a à peine 6 mois d'existence. Troisièmement, on ne nous attendait même plus comme candidat. Tellement on nous a calomniés, on nous a traînés dans la boue, on nous a dit toutes sortes de choses. Mais comme nous ne nous reconnaissons pas dans ça, et que nous sommes à même de regarder notre peuple dans ses yeux, pour parler et discuter avec eux, nous sommes là, et le peuple nous l'a reconnu. Et vous savez aussi dans quelles conditions les élections se sont passées. Je ne reviendrai pas là-dessus, parce que j'ai pris l'engagement de reconnaître les résultats quels qu'ils soient. Mais, comme je l'ai dit, il s'est passé des choses inacceptables. Et notre démocratie a intérêt à faire en sorte que les consultations électorales obéissent à la loi démocratique et à la loi de la transparence. Si le vote de Maliens n'a pas de sens, nous courons tous sortes de risques. Modibo Sidibé, vos détracteurs pensent que vous êtes un homme très distant des masses populaires, donc déconnecté de leur réalité. Ça peut être un handicap pour un homme qui nourrit l'ambition de diriger le Mali un jour, non? Décidément, je ne sais pas ceux qui n'ont pas mes détracteurs. On entend, heureusement, qu'ils sont les détracteurs et qui me reconnaissent quand même quelques vertus. Parmi ces détracteurs, je suis certain qu'il doit y avoir des hommes politiques, des grands catégories. Allez m'en trouver un qui, pendant ses fonctions de 10 ans de ministre, même simple directeur, est resté dans sa maison familiale, dans la grande famille, dans un quartier populaire. Vous voulez dire quoi? Pendant que vous étiez ministre, vous étiez en famille? J'étais ministre, j'étais en famille. Dans ma grande famille au Badjalan, tout le monde sait où se trouve chez le capitaine Sidibé au Badjalan. Une grande porte, une grande cour, où je me trouvais avec mes mamans, mes tantes, mes soeurs, mes frères, mes cousins, en plein quartier populaire, sans gardien ni rien, pendant près de 9 ans, 10 ans. Alors, si on vient me dire, et j'ai déménagé en 2000-2001, pour aller où? À Faladjé, chez moi, dans un quartier populaire également, qui n'est pas un quartier résidentiel. Alors, votre distance avec les masses, et le parcours que je viens de faire à l'intérieur du pays, que je renouvelle encore, puisque je suis en train d'aller à l'intérieur du pays depuis quelque temps encore, prouve bien que ces détracteurs-là, peut-être qu'ils devraient changer de langage et se mettre au travail. Lorsque je préparais cette émission, j'ai eu à échanger avec beaucoup de personnes. Je me suis par exemple rendu dans une mosquée d'un quartier que je ne vais pas citer ici. Un chef religieux qui m'a dit que vous avez fait plusieurs dons à la mosquée.
Mais c'est une chose que les citoyens lambda ne peuvent pas imaginer. Enfin, je veux dire, vos détracteurs n'imagineront pas que Modibo Sidibé puisse être autant généreux. Il ne peut pas l'imaginer pour la simple raison que moi, je ne le fais pas pour qu'on en parle. Je le fais pour la conviction et pour notre Seigneur. Le reste ne m'intéresse pas. Au législatif, votre parti a recueilli Modibo Sidibé 6 sièges sur les 147 que compte l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, quelle est votre véritable force politique? Aujourd'hui, écoutez... je veux dire votre force parlementaire. Oui, écoutez, la force parlementaire, nous avions ici députés à l'issue des élections législatives. Et il y a 5 députés qui nous ont quittés. Ils nous ont quittés parce que nous n'avions pas les mêmes points de vue au niveau du parti concernant la majorité de l'opposition. Je vous ai dit tout à l'heure que nous voulons être une autre génération de partis politiques. Nous voulons qu'on réconcilie les Maliens avec les partis politiques, avec les institutions de la République, avec la République et la démocratie. Les élections, à l'issue des élections, il y a une majorité, il y a une opposition. D'autant plus qu'avant même la tenue des élections, nous avons eu à dire que si le Tout-Puissant ne nous confiait pas le pays, celui à qui allait le confier, nous ne nous achèterons pas à lui. Nous le soutiendrons dans ce qui est bien pour le pays, dans ce qui est bien pour le peuple malien. Mais nous dirons très clairement aussi ce qui n'est pas bon pour le peuple malien, quitte à utiliser tous les moyens républicains et démocratiques à notre disposition pour ce faire. Parce que nous sommes convaincus qu'il faut que le rôle de l'opposition doit être justement d'être une vigie. Et deuxièmement, le rôle de l'opposition, puisque nous sommes en démocratie, c'est de se fortifier également, de travailler aux alternatives politiques possibles pour les prochaines séances. Voilà ce dans quoi nous étions. Nous avions fait un manifeste pour que le manifeste soit la base de l'adhésion de nous tous à des valeurs, à des principes, et qui pose cela, le respect du jeu démocratique. Il y en a qui n'étaient pas dans cette direction-là. Ils nous ont quittés. Nous avons un député à l'Assemblée nationale, à la personne de l'honorable Bakary Boyo Mia. Nous sommes dans l'opposition comme le Congrès l'a instruit, et dans ce sens-là que nous travaillons. Votre alliance avec Sadi de Omar Mariko en vue de la formation, n'est-ce pas, d'un groupe parlementaire phare Sadi à l'Assemblée nationale a été, n'est-ce pas, perçue comme étant une incohérence dans votre démarche politique. Qu'est-ce qui peut finalement créer le rapprochement entre deux hommes que tout sépare, à commencer d'abord par l'imposition propouchiste de votre partenaire? Moi, Mariko, je le connais bien, c'est un jeune frère, et je n'ai aucune acquaintance, aucune alliance avec lui, ni les phares. Il s'est trouvé que les députés phares qui voulaient être dans la majorité comme Omar Mariko et qui pensaient qu'un groupe parlementaire pouvait les y aider, ont allé dans cette direction. Vous n'avez jamais donné votre aval? Non, on ne peut pas donner notre aval à cela. Et beaucoup de militants n'ont pas donné l'aval à cela. Et jusqu'à présent, il existe un groupe parlementaire phare Sadi à l'Assemblée nationale. Je crois que nous avons fait cette querelle-là. Et nous avons dénoncé cette situation-là. Si vous avez même suivi les débats autour de la motion de censure, cette question est revenue. Et il nous a été répondu qu'il y a, avec la démission des 5 députés phares, parce qu'on a dit qu'il y a une incohérence. Vous ne pouvez pas ne pas être député phare et répondre au nom des phares. Nous sommes dans l'opposition. Vous êtes dans la majorité. Donc cela ne peut pas marcher. À un moment donné, j'ai appris qu'ils vont constituer un groupe, mais qui va s'appeler l'Alliance républicaine Sadi. Ils auraient écrit dans ce sens-là. Dans tous les cas, notre combat est clair. Ne pas associer le nom des phares à un parti, parce que nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates. Nous ne pouvons pas être avec un putschiste. Il faut qu'il soit clair. Et si, dans notre pays, nous voulons bannir, revenir aux règles et principes de la République, les partis politiques qui se réclament directement, ouvertement, de putsch et de coups d'état militaire, y compris dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, nous devrons y faire garde, parce que c'est un crime imprescriptible contre la nation. Nous ne pouvons donc pas, moi, Modibo Sidibé, républicain et démocrate, nous, phares, fondamentalement républicains et démocrates, être en alliance avec M. Mariko. Mais aujourd'hui, ça pose un problème de fond au plan juridique, non? Vous êtes le président du parti, il y a des gens qui ont été élus sous la bannière du parti et ils sont dans une autre alliance que vous ne partagez pas et ils continuent de porter le nom des phares. Ça pose un véritable problème, non? C'est fini ça. Ça c'est fini. C'est fini? C'est fini.
Après le premier tour de la présidentielle, votre parti a connu une crise jusqu'au congrès de mars 2014 qui vous a porté à la tête donc des phares. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes le seul capitaine à bord? Il n'y a de capitaine dans les phares que la direction du parti et les instances du parti. Modibo Sidibé n'est que militant du parti qui a reçu la confiance de ses pairs et qui dirige une instance collégiale. Le congrès a été un congrès de la clarification qui ressuscite les phares dans leur parcours républicain et démocratique. Parce que nous l'avons dit, la politique, l'exercice du pouvoir, si ça ne répond pas à une exigence d'éthique, à une exigence de valeur, cela ne peut être que caricature. Nous ne sommes pas dans ça. Notre combat ne sera jamais dans cela. Notre combat a été clair, il a été net. Nous nous réclamons de la social-démocratie. Nous sommes dans l'opposition sur l'analyse que le congrès a fait de la situation actuelle de notre pays. Nous sommes dans ce cheminement. Alors, le départ de 5 députés et des hommes comme Zoumana Mori qui ont été, sinon l'un des piliers du parti à un moment donné, ça prouve que vous n'avez pas la maîtrise de l'appareil, non? Peut-être qu'on devrait trouver une cohérence. Vous venez me dire que peut-être je suis le nouveau capitaine à bord. Je dis non, c'est une direction. Vous me parlez de ceux-ci qui sont partis. Ils sont partis. Les phares sont là. Je ne vais pas entendre ce débat sur les raisons pour lesquelles ils sont partis. Ils sont suffisamment grands pour le dire et l'expliciter. Ils ne sont pas gênés. Ils sont partis avec beaucoup de personnes. Oh, avec quelles personnes? J'aimerais bien les savoir. Les phares sont là. Les phares se battent. Les phares sont en train de s'implanter. Nous voulons être une force politique qui ne convainc pas par le pouvoir de l'argent et par les arguments. Une force politique qui tient ses engagements. Et les raisons du départ de certains, c'est justement le fait que les phares tiennent leur engagement. La gestion d'un parti politique, surtout celui de l'opposition, demande beaucoup de sacrifices, mais surtout de moyens financiers aussi. Sous votre direction, quelles seront les mesures que vous allez prendre finalement pour l'ancrage national du parti? Écoutez, nous avons discuté de cette question. C'est une question qui fait partie de la problématique des partis. Et de façon triviale, il y a des gens qui pensent qu'un parti, pour grandir, pour vivre, il faut être dans la majorité. Sous-entend, dans la majorité, on a certains moyens. Quels moyens? Quels moyens? Nous ne voulons pas de ces moyens-là. Parce que nous le combattons en termes de bonne gouvernance. Si nous voulons des partis de militants, si nous voulons effectivement être une partie de seconde génération, nous devons nous battre avec nos moyens, les moyens des militants. J'ai vu des gens se battre qui n'avaient pas grand-chose, mais qui mettaient ces 500 francs qu'ils avaient, ils mettaient 300 francs pour pouvoir faire des activités, conduire des activités. Nous avons besoin de ça. Et nous allons ouvrir ce qu'on appelle l'école de la démocratie, les phares en Kaoli. Parce que nous avons besoin de l'émergence d'une citoyenneté. Vous le savez comme moi. Il n'y a pas d'avenir pour notre pays en dehors de la République et de la démocratie. Et pour ne pas faire une République, une démocratie sans parti politique viable, nous devons nous atteler à cette tâche. Et nous les phares, nous sommes déjà ça. Modibo Sidibé, aujourd'hui vous semblez rejeter la majorité. Or, dans votre déclaration de politique générale, nous sommes en 2007, en tant que Premier ministre, vous avez appelé à des majorités de progrès, parce que pour vous, des majorités de progrès étaient possibles dans ce pays. Alors, qu'est-ce qui a changé entre-temps pour qu'aujourd'hui, vous soyez si sévère à l'endroit de la majorité? M. Bali, rien n'a changé. Et je ne vois pas en quoi je suis sévère à la majorité. Je ne suis pas d'accord avec la majorité. En 2007, dans ma déclaration de politique générale, et ça c'est une erreur aussi, parce qu'on pense que les 2 mandats du président Amadou Toumani Touré, c'était le consensus. Je suis désolé. Le consensus, c'était le premier mandat. Le second mandat, moi j'ai été un chef du gouvernement qui avait une opposition. Il y avait le RPM qui était dans l'opposition, le SADI et le Parena qui était dans l'opposition. Oui, mais jusqu'à quand? Alors, jamais, oui. C'est quand moi j'ai quitté le gouvernement que le RPM a rejoint la majorité présidentielle. Et que le Parena a rejoint la majorité présidentielle. Et que le SADI est resté dans l'opposition. Mais déjà, dans le consensus, tout ceci y était. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai dit à cette occasion-là? Je disais que je saluais le choix de l'opposition d'être dans cette posture. Cela honore notre démocratie. Mais les gens qui y sont, l'image que j'ai d'eux,
de leur combat et de leur engagement, que je suis sûr et certain que sur des questions fondamentales pour notre pays, pour notre peuple, nous serons en mesure de constituer autour de ces questions-là des majorités de progrès pour notre pays, autour de ces questions. Non pas les inviter à être dans la majorité. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition, nous ne sommes pas dans la majorité, parce que nous n'avons pas la même vision du pays, parce que nous n'avons pas les mêmes projets politiques pour notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes désolés. Ce que nous voyons, ce n'est pas la bonne direction pour notre pays. Qu'est-ce que vous voyez? Ce que nous voyons. Nous voyons d'abord que... Le pays avance? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que le pays avance. Je ne suis pas le seul à constater. Le contenu de la motion de censure de l'opposition est clair à cet égard. Je ne vois pas qu'on s'occupe des questions fondamentales de manière. Oui, il faut qu'on gère les affaires publiques. Il faut qu'on gère la question du Nord, qui est une question urgente. Oui, il y a des négociations qui ont lieu prochainement à Alger. Il y a des négociations qui ont lieu prochainement à Alger. Pourriez-vous me donner quel est le cap défini par notre gouvernement? Pourriez-vous me dire quel est le terme, le contenu de la nation? Pourriez-vous me le dire? Pourriez-vous me dire en quoi et autour de quoi les Maliens pourraient faire se rassembler pour soutenir une démarche en telle direction ou telle autre? L'accord de Ouagaï là, nous sommes d'accord avec l'accord de voilà. Nous avons appelé à son application. Il est heureux aujourd'hui qu'on s'y consacre entièrement parce que ça pose le règlement. Le cadrage est fait. La souveraineté, l'indépendance, la République laïque, l'unité nationale. Oui, mais c'est des principes qui ne sont pas négociables aujourd'hui. Le gouvernement. Mais c'est ce que je dis. L'accord de Ouaga a posé ce principe-là. Et il est heureux pour le Mali qui a ce principe. Mais à l'intérieur de cela, que faut-il faire pour que la paix revienne, que les Maliens se retrouvent, que le Mali de nouveau puisse envisager son avenir dans son unité, dans son intégrité, et dans le renouvellement et la refondation à la fois de ses institutions et aussi de sa nation. Parce que nous en avons les moyens, etc. Et donc aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que cela ne correspond pas à ça. La relance économique tarde à se venir. Les mesures qui doivent aller dans ce sens-là. Mais est-ce qu'on dit qu'on veut vu que le pays sort d'une très longue crise? Écoutez, la relance économique ne peut pas se faire en l'espace de quelques jours ou de quelques mois. Écoutez, M. Barry, quand vous parlez de relance économique, quand vous parlez de sortie de crise, tout le monde savait qu'on était dans la crise. Ce n'a pas empêché le Mali d'avoir parfois un taux de croissance bien faible, ce qui nous faisait dire à certains d'ailleurs qu'il y avait des fondamentaux dans notre pays. Malgré tout ce qui n'était pas bien, il y avait des choses bien aussi. Donc nous tous qui avaient proposé le projet à notre peuple, nous savions que ce moment-là était difficile. Nous savons que ce moment-là serait difficile en raison de la gravité de la situation, en raison de la refondation. On veut faire la réforme de l'État. Mais oui, on est d'accord, nous on l'avait dit. Il faut un État juste, un État fort, des institutions solides qui peuvent garantir. Pouvez-vous me dire aujourd'hui quel est le contenu de la réforme de l'État? Quels sont les éléments posés pour aller dans cette direction-là? On sait que ce n'est pas l'œuvre d'un jour. Mais encore faut-il le clarifier, l'entamer, que les Maliens y adhèrent et que se rapproprient l'État. La relance de l'économie, c'est un ensemble de mesures d'action. Mais encore faut-il qu'il soit là. Voilà les difficultés qu'il y a aujourd'hui et que nous disons pour notre part, il faut que le gouvernement s'occupe de ça. Au lieu de s'occuper d'affaires qui malheureusement n'apportent rien au pays en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'opposition est telle que vous l'avez rêvé, une opposition modérée et républicaine? Une opposition républicaine, parce qu'elle est parlementaire, extra-parlementaire, mais parce que aussi elle n'est pas des attitudes insurrectionnelles, etc. Elle est modérée, en ce sens, en tout cas pour ma part, parce que l'opposition est plurielle. Il faut qu'on se mette bien d'accord là-dessus. L'opposition est plurielle. Et donc, par conséquent, nous, dans notre démarche, modérée, parce que c'est ce que notre Congrès a demandé, républicaine et démocratique. Donc, nous ne ferons rien qui sorte du cadre républicain et démocratique. Mais nous ferons tout ce qui peut être dans ce cadre-là. Lorsque des questions essentielles nous semblent être en cause. Modérée parce que on peut désavouer un certain nombre d'éléments de politique, comme je viens de le faire. Comme on peut approuver d'autres éléments de politique. Les femmes font un communiqué pour saluer le président de la République à l'issue du Conseil supérieur de l'agriculture. Parce qu'ils ont reconduit le dispositif de l'initiative RI. Les subventions, les intrants, etc. Et qu'ils ont même abaissé de 12 500 francs à 11 000 francs. C'est bien. Nous l'avons appelé pour saluer parce que tout ce qui peut faire l'économie, le fondement de notre pays, c'est l'agriculture. Et donc nous soutiendrons
tout ce qui va effectivement dans ce sens. Et nous sommes heureux de constater qu'il y a quelques aspects qui vont dans cette direction-là. Alors récemment, lors d'une tournée dans une commune de Bamako, vous êtes monté au créneau disant ceci: les menaces ne nous feront pas taire. À quoi faites-vous allusion? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à sortir finalement de votre silence habituel qu'on vous connaît? Monsieur Barry, nous avons entendu le pouvoir public, politique, nous dire tout l'intérêt de l'opposition et de l'exigence même de l'opposition. On est d'accord avec eux. La majorité, comme je l'ai dit, ne doit pas diaboliser l'opposition. L'opposition ne doit pas être l'empêcheuse de gérer les affaires de la nation pour la majorité, tel que le peuple l'a confié. Mais comment voulez-vous expliquer que dès que l'opposition prend position sur une question, que dès que l'opposition critique une question, au lieu que cette question, on s'en empare pour en faire un objet de débat public, d'information, non. On voit des attaques personnelles, des insultes, excusez-moi, des injures. On voit également des menaces. Non, c'est pour ça que je dis que les menaces ne nous feront pas taire. Les attaques personnelles ne nous feront pas taire. Nombre d'observateurs voient en l'opposition malienne une opposition qui manque d'âme. Au-delà des déclarations communes, elle est en mal de cohésion. C'est ce que pense nombre d'observateurs. Et chaque leader semble avoir son agenda. Quelle est votre réaction? Mais, je l'ai dit tout à l'heure, l'opposition n'est plus rien. L'URD dans l'opposition, c'est un parti politique qui a son idéologie, qui a son... Mais nous ne sommes pas l'URD. Le parrainant est dans nous ne sommes pas le parrainant. Nous sommes les phares. Nous avons notre projet politique. Nous avons une opposition doit avoir une plateforme commune, non? Mais une opposition doit avoir une plateforme commune. On l'a dit et répété. La motion de censure, ce n'est pas une plateforme commune. C'est pas une plateforme commune. Mais nous, quand on faisait par exemple nos appréciations sur certains aspects de la politique, d'autres ne le faisaient pas. D'autres étaient dans d'autres déclarations dans lesquelles nous ne sommes pas. Il faut qu'on accepte ce fait-là. Pour l'instant. Donc ça démontre ce problème de cohésion. Non, l'opposition n'est pas molétique. Pourquoi vous voulez une cohésion? Pourquoi? Si demain l'opposition estime qu'elle a des affaires à conduire, qui réclame que tous on se groupe autour de ça, on va le faire. Mais en dehors de ça, nous avons chacun notre point de vue. Que ce soit des agendas, ce n'est pas des agendas personnels, encore une fois. C'est des agendas de partis politiques. Par exemple, il y a certains leaders de partis appartenant à l'opposition qui aujourd'hui sont prêts à intégrer un gouvernement d'union nationale si le président venait à faire appel à eux. Est-ce que vous êtes de ceux-là? Ah bon? Vous savez qu'il y a des partis de l'opposition qui seraient prêts à intégrer le gouvernement d'union nationale. Nous d'abord, nous avons été clairs. Nous sommes toujours très clairs. Quand on a changé de gouvernement, il n'y a pas longtemps, la question qu'on a posée, c'est pourquoi faire? Pour moi, pour nous, les questions de personnes ne sont pas importantes. Elles le sont quand on les choisit en fonction de ce qu'on a décidé de faire, de l'impulsion qu'on a décidé de donner. Et on a bien dit que nous avions bien peur que cela ne produise pas l'effet escompté. La preuve, on a eu les crises successives qu'on a. Donc pour nous, gouvernement d'union nationale, gouvernement de ceci, gouvernement de ça, la question n'est pas là. Dans quelle situation se trouve le pays? Pourquoi le tout se trouve dans cette situation? Que faut-il faire? Voilà la question. Nous l'avons dit. Et qu'on ne nous traite pas d'apatrides de ceci. On a entendu toutes sortes de choses dans l'opposition. C'est pour ça que je dis on ne nous fera pas taire. Nous ne décernons à personne. Nous ne reconnaissons à personne le pouvoir de distribuer les certificats ou les certificats de patriotisme au gré des soutiens à un régime. Nous ne sommes pas là pour un régime. Nous l'avons dit, nous avons été très clairs. Notre combat, c'est le peuple malien. Notre combat, c'est le Mali. Il y a des choses qui vont dans l'intérêt du Mali, exclusivement, et du peuple malien, nous sommes là. Mais nous sommes sur ce rempart du Mali, mais ce rempart ne servira d'abri à aucune mauvaise gouvernance et qui compromettrait l'avenir du pays. Nous ne souscrirons pas. Modibo Sidibé, le Premier ministre Moussa Mara, dans sa déclaration face à la dette intérieure, a dit ceci: le pays a été endetté par des bandits qui l'ont géré ces dernières années. Vous qui avez été, on peut le dire, l'homme du sérail, qu'est-ce que vous lui direz? Vous avez été Premier ministre, vous avez été ministre des Affaires étrangères, vous avez été ministre de la Santé. Alors, qu'il puisse me dire
Si un pays géré par des bandits, il peut se trouver à parler de croissance économique à des chiffres, il peut se permettre de dire que les fondamentaux sont là. Je voudrais dire que, s'agissant du terme et du qualificatif utilisé, nous sommes un pays de mesure. Notre peuple attache beaucoup d'importance aux valeurs de respect. Je laisse le peuple apprécier cela. Maintenant, concernant les arrêts intérieurs, mais il y en a toujours des arrêts intérieurs. On essaie de les réduire, de les contenir, etc. Ça concerne quoi? C'est les crédits de fonctionnement, les crédits de personnel, de fourniture, les dépenses de TVA, etc. Et donc, moi, je lui dirais simplement qu'il y a une audit, que l'audit n'est pas achevé, et que tous les arrêtés ne sont pas nécessairement frauduleux, et que les arrêtés frauduleux, bien entendu, ne seront pas. Nous sommes bien loin de la conclusion de l'étude. Et moi, à sa place, j'attendais la conclusion de l'étude. Vous vous souvenez, on l'a rappelé, Lantal a fait un bon article dessus, que nous avons connu ici en 2008, brièvement, des arriérés d'intérieur, mais nous l'avons géré. Nous l'avons géré en mettant un comité en place. Nous l'avons géré, nous, en demandant au vérificateur général, à la demande du ministre Traoré des Finances de l'époque, de venir auditer les SAP au niveau du Trésor, de venir auditer la traçabilité des chaînes de dépenses au niveau de la pairie générale du Trésor, pour voir toutes les mesures qu'il faut pour redresser cette situation-là et avancer. Modibo Sidibé, la polémique autour de l'avion présidentiel acheté sous le président ATT vous vise aussi en tant qu'ancien secrétaire général à la présidence de la République. Le Boeing 727 appartient-il réellement au Mali? Vous en doutez? C'est une question qu'on a en droit de se poser. Vous êtes en droit de se poser. Vous avez déjà vu débarquer ici au Mali des huissiers, des machins venant saisir l'avion, ou ailleurs sur un aéroport américain, européen, asiatique. L'avion s'est rendu sur tout ça. Les titres de propriété de l'avion existent. Je ne prends qu'un exemple. J'ai entendu dans les débats de l'Assemblée nationale qu'on exhibait un document de l'ANAC. Je parle un exemple, on dit qu'il y a l'assurance. Et que l'assurance qui est dessus, il est dit que si ça passe sur le régime militaire, cette assurance ne serait plus valable. Donc c'est qu'il y a une assurance. Vous vous assurez votre véhicule. Vous savez quelle pièce on vous demande. À plus forte raison, un avion. L'avion, le Boeing 727 a des documents en pleine et due forme? Le Boeing 727 a des documents. La question n'est pas là. Parce que je ne sais même pas dire pourquoi je vous réponds. Parce que la question qui est posée, ce n'est pas l'achat de le Boeing de l'époque. Ça n'a soulevé aucun problème. Ça n'a posé de problème à qui que ce soit. Aujourd'hui, le problème, c'est que les Maliennes et les Maliens trouvent inopportun, dans le contexte où nous sommes, doublement, d'acheter un avion. Deuxièmement, des conditions dans lesquelles l'avion a été acheté. Et troisièmement, inopportun davantage parce qu'il y a un ancien. Donc, pour enlever une partie de l'opportunité, il faut qu'on dise qu'il faut qu'on dise. Le problème, c'est bien ça. La question de l'opportunité de l'avion, la question de l'achat. Et comme il y a un audit que le gouvernement a accepté avec le FMI, attendons les suites de ces audits. Les conditions techniques. On verra bien. Quand on nous renvoie... C'était un avion viable? Écoutez, cet avion a transporté le président du Mali, même jusqu'en août 2013. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, pour conséquent, il faut arrêter ça. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça, cet avion-là. Ce qui nous intéresse, c'est l'avion qui a été acheté. Pourquoi cet avion à ce moment-là? À quel coût? Et comment? On dit 20 milliards, on dit 17 milliards, on nous parle d'intermédiaires, de commissions, on veut savoir. Comme ils ont accepté un audit avec le FMI. Mais attendons la suite de l'audit. Et je dis, rien ne sert de se rabattre en arrière pour essayer de justifier ses propres actions. Que les gens assument les actes qu'ils posent. Et je le rappelle, j'ai entendu dire, oui, l'assoutelement, les ventes de l'assoutelement. L'assoutelement, les ventes de l'assoutelement, l'État malien a obtenu plus de 10 fois la somme de 20 milliards créés. C'était plus de 184 milliards, soit 4% du PIB. Sur la question... Et je dis que ça a été placé dans les comptes de la BCEAO, compte du Trésor. Et que ça a été présenté à la nation toute entière. Vous devez vous en souvenir. Du programme d'action de soutien à la croissance, qui déroulait l'utilisation de l'ensemble des ressources qui étaient sorties de là. Je crois que personne n'a trouvé à redire de cette manière-ci. Et pour la suite maintenant de l'application, pour le trouver au niveau des services du Trésor et des finances. Sur la question du Boeing 727 acheté sous le président ATT, on a vu dans sa déclaration, le Premier ministre Moussa Mara dit que c'est un papier dont... Voilà, il y avait un doute sur les documents, l'appartenance de l'avion. Voulez-vous dire qu'il a menti? Je n'aime pas utiliser ce type de termes et consorts. Je suis clair. Ils ont envoyé une enquête judiciaire. Vous le savez. Mais donc, les 10 papiers déposés dans ce cas et d'autres papiers, ils n'ont qu'à voir quelle est la suite de ça.
il y a une acte notarié, il y a d'autres papiers, il y a d'autres actes. Et moi je dis encore une fois que la question n'est pas ça. C'est pas ça de dire cet avion est la propriété du Mali. Depuis 2005, il y a la date d'aujourd'hui. Vous avez vu quelqu'un venir revendiquer cet avion-là? Donc il faut arrêter cela et s'occuper de ce qu'il y a à faire. C'est pourquoi je vous disais qu'il faut qu'on s'occupe des vraies affaires et des vraies directions que notre pays doit prendre. Le rejet de la motion de censure que l'opposition a initiée récemment n'est-il pas finalement un désaveu de l'opposition malienne? En quoi? Vous avez échoué à faire passer une motion de censure. Est-ce que sérieusement vous pensez que l'opposition pensait qu'en menant une motion de censure, il allait avoir les 98 voix? Donc presque 70 et quelques voix de la majorité présidentielle. Mais si la motion non, était la motion de pertinente. censure, la motion de censure, si elle était pertinente, ben la majorité n'avait qu'à la déposer et censurer son gouvernement. Nous pensons que la motion est un mode démocratique et républicain de focaliser les débats sur des questions sur lesquelles on veut que le gouvernement donne des éléments. C'était juste une opération de communication? Ce n'est pas une opération de communication. De Ne ramenez politique. pas tout ça. Pas marketing politique. C'était une communication de consolidation de notre démocratie et de faire comprendre aux populations maliennes, voilà les éléments que constate l'opposition, voilà ce que dit le gouvernement. Il faut que l'État soit informé. Vous savez, on a intérêt à reprendre les débats, à faire les débats dans les espaces publics comme il faut. Notre démocratie a besoin de ça. Et une motion de ça, il faut l'accepter comme telle. Il faut l'accepter comme tel, ça fait partie du jeu républicain et démocratique. Il faut savoir s'y préparer, il faut savoir s'y mettre. Ce n'est pas la première motion, c'est la troisième dans l'histoire démocratique de notre pays et de notre République. Et je crois, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Parlons de Kidal, où la visite du Premier ministre Moussa Mara, le 17 mai dernier, a mis le feu aux poudres avec en toile de fond la débâcle de l'armée malienne et surtout cette polémique autour de qui a donné l'ordre, de qui ne l'a pas donné. Quel est votre point de vue sur la question, M. Modibo Sidibé? Je crois que nous avons été très clairs sur la question de la visite. Il est certainement louable pour le Premier ministre de se rendre sur l'ensemble des parties du territoire malien. Mais à l'évidence, les conditions, le moment, l'environnement n'étaient pas propices à cette visite à Kidal. Les conséquences sont là. Nous le déplorons tous aujourd'hui. Nous nous inclinons devant la mémoire de ceux qui ont perdu la vie à ce pays. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Nous disons aujourd'hui qu'il faut remettre en confiance l'armée. Il faut remettre en confiance notre administration. Vous avez dit tout à l'heure que les choses avancent. Il y a des pourparlers à Alger. Il y a le président Comparé vient de quitter. Les choses se mettent en place pour la commune, c'est ce que nous souhaitons. Nous voulons la paix. Parce que vous le savez, notre peuple n'a rien à voir avec ceux qui n'ont comme projet politique que le sang, la sueur et les ruines. Et nous devons trouver en nous-mêmes, dans le cadrage qu'on vient d'évoquer dans l'accord de Ouaga, la capacité de réfléchir. Il n'y a de solution à Kidal et ailleurs que globale pour le Mali. Il y a de solutions que dans la refondation de notre démocratie, dans la refondation de nos institutions, qui sont pour nous, dans lesquelles on se reconnaît, qui nous protègent tous. Dans qu'on ajoute à la fraternité que nous connaissons, la véritable fraternité républicaine, qui fait de tous les enfants et de tous les fils de ce pays des citoyens, où qu'ils soient. Modibo Sidibé, est-ce que l'état actuel de l'armée malienne peut être interprété, n'est-ce pas, comme l'échec des politiques mises en œuvre par les gouvernements successifs à la tête du Mali? Je ne prendrai pas ce raccourci, parce que la situation est hautement plus complexe que ça. Je ne suis pas dans l'idée de gens disent oui, il y a ça, oui, c'est ça. Non, on ne peut pas diagnostiquer l'état de l'armée à partir de là. Ce qu'il nous faut faire, c'est un vrai diagnostic. Parce que nous avons besoin de reconstruire notre armée. Nous avons besoin de refonder notre armée. Nous l'avons dit, ce diagnostic, ce n'est pas à l'armée seule de le faire. Il appartient à l'armée et à la nation de le faire. Parce qu'il n'y a de défense que par la nation. Nous devons le faire. Et savoir vers où et comment devons-nous bâtir un outil de défense adapté aux menaces actuelles et suffisamment souple pour être évolutif, les messagers. Et qu'on sache également ce qu'on va mettre dedans et qu'on soit prêt à mettre cela dedans. Parce que désormais, il faut que chacun de nous se dise que la sécurité, les préoccupations sécuritaires de défense sont bien là. Et une armée qui sera en mesure de pouvoir couvrir le pays, d'être en interopération avec les éléments de la sous-région et des pays du champ, et de pouvoir travailler également avec des partenaires stratégiques de d'autres continents et de d'autres lieux qui ont d'autres capacités. Donc par conséquent, pour ma part, je considère que le travail de l'UITM, que je salue, qui est absolument nécessaire, n'est qu'une période tampon, une période de transition. La vraie refondation
vraie reconstruction, il faudra bien qu'on s'y attelle. Et ça commence par un diagnostic partagé par l'armée et la nation. On est presque à la fin de cette émission. Je vais vous poser juste quelques petites questions. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec l'ancien président Alpha Omar Konaré? Comme toujours, très bon. Le président Ibrahim Boubacar Keïta? Bon, nous nous connaissons. J'ai été dans le même gouvernement que lui. Amadou Toumani Touré? Très bon. Soumaïla Sissé? Il y a des bons rapports. Les Maliens vous regardent en ce moment. Vous êtes le président d'une formation politique, les phares, les forces alternatives pour le renouveau et l'émergence. Le Mali est à un tournant décisif de son histoire. Quel est le mot qui vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces Maliens-là pour terminer cette émission? Écoutez, nous l'avons déjà dit, nous avons fait notre diagnostic. Il a été confirmé après. Notre pays doit entrer dans une transition. C'est pour ça que nous avons proposé un projet politique Mali Horizon 2030 pour que tous les fondamentaux en matière infrastructurelle éducative, notamment la nécessité de bâtir un véritable capital humain, puissent être mis en œuvre de manière à ce que ceux qui ont 20 ans, 25 ans aujourd'hui puissent faire leur humanité dans un Mali de 2030 à l'avant-garde du continent africain et qu'on pourrait appeler certainement un pays qui a achevé sa transition et qui est dans l'émergence. Et comme nous sommes au mois de carême, je voudrais souhaiter un bon carême aux Maliennes et aux Maliens. Je voudrais également souhaiter que ça se fasse en culture, que Dieu bénisse le Mali et que Dieu nous donne une bonne saison de pluie. Amen. Sur ces mots d'optimisme, prend fin cette émission. Merci d'être passé nous voir, Modibo Sidibé. Plaisir a été pour moi. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission qui recevait aujourd'hui Modibo Sidibé, ancien Premier ministre du Mali, président des phares, les forces alternatives pour le renouveau et l'émergence au Mali. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la première chaîne panafricaine.